France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Et bienvenue à tous et à toutes. Merci de débuter cette nouvelle semaine avec l'équipe du Club de lecture de France Culture. La dernière semaine avant la grille d'été. Nous approchons donc à grands pas des grandes vacances estivales. Et l'équipe du Book Club ne voulait pas vous laisser partir en congé sans mettre dans vos valises les fameux cahiers de vacances. Terribles souvenirs des révisions du passé simple ou du passé du subjonctif sur la serviette de plage. Quand il fallait combler les textes à trous ou encore relier des points de 1 à 75 sans se tromper pour découvrir un beau dessin. Vous ferez tout ça dans les 2 cahiers de vacances que l'on vous propose. Cahiers de vacances littéraires, décalés et engagés. Aussi, prenez vos crayons de papier. Nous allons remplir et parcourir les pages de ces cahiers en compagnie de leurs auteurices. Et oui, on en apprend tous les jours avec la communauté du Book Club également. Moi, j'en ai un très très bon souvenir parce que j'étais une petite fille très scolaire. Mais surtout, grâce à ce cahier, on apprend de plein de manières différentes, en calculant, en inventant, en dessinant. Je me suis trompée, souvent, mais cela ne m'a pas dérangée. J'avoue avoir regardé régulièrement les corrections. Des châteaux de sable, quelques petits poissons, le marchand de glace, des chichis, des poissons au bord de la plage, mon masque, mon tuba, ma crème de bronzage. C'est demain qu'on s'en va, mais dis, papa, des fois que tu y penses, ne prends pas le cahier de vacances. Le message de Barcella, les cahiers de vacances et les voix de Julie, Brendan et Jessica de la communauté du Book Club qu'on va retrouver dans quelques minutes. Bonjour Titu Lecoq. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste, romancière. Vous êtes spécialiste de culture web et titulaire d'un DEA de sémiotique. Vous publiez aujourd'hui aux éditions de Noël En vacances, Simone, un cahier d'exercice féministe qui donc permet d'obtenir son master en féminisme. Vous nous en dites un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ce diplôme ? Ce diplôme, c'est un peu une blague dans les milieux féministes parce qu'il y a toujours cette question de oui, mais est-ce que tu es une vraie féministe ? Et en fait, qui décide qu'on est ou pas une vraie féministe? Et donc, il y a eu ce truc qui circulait il y a quelques années de dire OK, alors mon diplôme, où est-ce que je passe le chercher? Qui me le donne? Qui est dans la commission d'attribution du diplôme? Et donc là, c'est facile, il est détachable à la fin. Il est signé par Charline Vanhoenacker et moi. Donc voilà, vous pouvez être féministe assermentée, officielle. Charline Vanhoenacker qui a travaillé évidemment avec vous pour écrire ce cahier de vacances, ainsi que Zoé Touron. On en parlera dans quelques minutes, mais vous travaillez effectivement sur ces questions de féminisme. Vous avez publié Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, c'était en 2021 aux éditions de l'Iconoclaste, ou encore Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Donc cette idée de faire réfléchir au féminisme via un cahier de vacances, c'était une évidence ou c'est Charline Vanhoenacker qui vous l'a poussé entre les mains, cette idée? Alors, c'est plutôt notre éditrice qui a eu l'idée, mais effectivement, dès qu'elle m'a dit cahier de vacances et féminisme, j'ai pensé en tant que journaliste, j'ai quand même beaucoup traité tous ces sujets, les violences sexuelles, les violences obstétricales, enfin vraiment beaucoup de sujets différents. Et d'un coup, je me suis dit, en fait, il y a un moyen de regrouper tous ces sujets sous une forme ludique et aussi tous les essais féministes qui sont parus ces dernières années. Il y en a eu plein, c'était très stimulant intellectuellement, il y a plein de concepts qui ont émergé. Les gens qui ne les ont pas forcément tous lus, voilà, je dis, on va faire un truc très grand public où on explique simplement des choses sur le male gaze, sur plein de concepts féministes récents et on les fait sous forme de jeux. C'est le regard masculin. C'est le regard masculin. Et donc là, et c'est au cinéma. Et donc, il y a un exercice sur les dessins faits par Zoé Touron de noter, qu'est-ce qui est du male gaze ou pas dans la manière de représenter les femmes. On va feuilleter évidemment votre cahier d'exercice. On va essayer de ne pas se tromper. Effectivement, on va tester aussi nos connaissances. On apprend plein de choses, évidemment, tout comme dans votre cahier de vacances. Yves Tchertchouk, bonjour. Bonjour. On ne pouvait pas laisser partir nos auditeurs en vacances sans un cahier qui leur permet de revisiter les grands classiques de la littérature. On a envie de vous présenter comme l'homme des jeux, des livres pour jouer. L'auteur, par exemple, d'un coffret. Alors, c'est plus ludique. Apéro le jeu, vous l'avez publié en 2020 aux éditions Hachette Pratique. Et vous avez donc conçu ce cahier d'activités littéraires, tester votre culture et réviser vos grands classiques, quiz, anagramme, dictée, charade, jeu de mots, chez Gallimard.
à fait. Et on commence évidemment par Gallimard, mais dans votre avant-propos, vous nous dites que ce cahier a été pensé pour nous, amis des belles lettres, fous de littérature, passionnés par ceux et celles que l'on nomme les grands auteurs. Donc vous venez dans le Book Club de France Culture, vous êtes au bon endroit. La littérature, l'édition, c'est aussi votre savoir-faire que vous vouliez partager ? Oui, je voulais apporter une vision un petit peu différente de la littérature, qui est à la fois pointue, donc ici qui se base en grande partie sur le patrimoine Gallimard, mais aussi ludique. J'ai fait, comme vous l'avez dit, des boîtes de jeux d'apéro, j'ai fait des boîtes de jeux sur le voyage, j'écris pour Picsou Magazine, donc c'est vrai que j'ai un panel d'écriture qui est sur ces 2 segments, et c'est vraiment ce que je voulais apporter pour les vacances. Avec, évidemment, l'idée de passer par le jeu. Oui. Qu'est-ce que ça apporte, le jeu ? Vous qui avez fait des coffrets de jeux ludiques, qu'est-ce que ça apporte ? C'est une porte d'entrée dans la littérature pour vous ? Je pense que c'est une porte d'entrée dans le savoir de manière générale. Dès la plus petite enfance, je pense que les enfants apprennent beaucoup par le jeu. Nous, les adultes, nous avons tendance à apprendre par la méthode difficile et je pense que c'est la mauvaise. Je pense que le jeu et l'erreur est la bonne façon d'apprendre. Je pense que... Je souhaite aux lecteurs et aux joueurs du cahier qu'ils se trompent. Et qu'ils se trompent pour apprendre. Il faut se tromper. On va voir si les auditeurs et auditrices se sont trompés. Mais Titu Lecoq, sur l'idée du jeu, c'est la même démarche, évidemment, aussi pour une question comme le féminisme. Je fais des grands gestes, comme si c'était un grand classique aussi, mais l'idée, elle est là. On pourrait même dire les féminismes. C'est maintenant comme ça, oui. Oui, et puis le côté jeu, après il y avait aussi une question, je pense, c'était l'intérêt de travailler avec Charline, de renouveler l'humour, de se dire, on est dans une période où on dit beaucoup, on ne peut plus rien dire, etc. Et notamment sur la question de l'humour, de quoi on peut rire, etc. Ça nous a forcé à nous demander, ok, qu'est-ce qu'on peut faire comme blague sur les violences sexuelles ? C'est hyper compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus ? Et je pense aussi que dans le milieu féminisme, il y a eu un moment, la question de la colère s'est beaucoup posée. Et de se dire, on est en colère, on est révolté. Et en fait, cette colère, elle est quand même difficile à gérer. Et là, on avait besoin, et Charline et moi, et je pense que Zoé, c'était la même chose, de se dire, on va rire. Et en fait, le rire, c'est aussi une arme. Et c'est aussi un moyen de rallier les gens. Et c'est aussi un exutoire pour nous, à titre personnel, sur des sujets difficiles, sur les féminicides, par exemple. Et bien oui, on peut réussir à en rire. Et ça, à en rire en découpant un Bertrand Cantat dans le livre pour distinguer l'homme de l'artiste. Et voilà. Et ça, il y avait un programme un peu politique de se dire, on va renouveler une forme d'humour et en même temps, on se fait du bien. Bon, on va évidemment parcourir ces pages. D'abord, je reviens au cahier d'activité littéraire d'Yves Tchertchouk. C'est Julie, notre lectrice, qui l'a lu. Voici ce qu'elle en retient. J'ai aimé redécouvrir les classiques de la littérature et le parti pris de moderniser ces derniers pour les rendre accessibles grâce au jeu. Ils ne sont donc plus seulement réservés à une élite, mais bien à tout le monde. J'ai apprécié d'apprendre sur les auteurs et œuvres que j'affectionne sans le côté trop académique et trop sérieux. Je me suis trompée, souvent, mais cela ne m'a pas dérangée. J'avoue avoir regardé régulièrement les corrections. Mais cela m'a permis de connaître rapidement le nom d'emprunt de Marguerite Donadieu ou encore le nom de l'ami d'enfance de Zola. Et ce sont ces anecdotes, ces points de détail qui font de votre cahier un véritable outil plaisant d'apprentissage. On sent bien chez vous l'amour des mots, l'amour pour ces auteurs. Le côté cahier d'activité est presque un rappel des cahiers de vacances de notre enfance. Mais moi j'ai une question. Pourquoi justement avoir choisi ce mode de communication par le jeu pour partager ces classiques ? Alors, on avait un peu anticipé la question de Julie, mais c'est vrai que l'idée de jouer, et vous l'avez dit tout à l'heure, Yves Tchertchouk, c'est l'idée de se tromper. C'est pas très grave de se tromper. Je pense qu'il faut effectivement apprendre à se tromper dans la vie parce que assez peu de personnes ne se trompent jamais. Et effectivement, en prenant un cahier comme ça, on a la tentation de se dire je veux savoir, je veux pas aller vers l'erreur. Et c'est, je pense, pas la meilleure façon de le prendre. Se dire je vais aller dans des œuvres, même des œuvres d'auteurs que je connais très bien, et je vais m'y confronter. Ça permet de découvrir des petites anecdotes, des petits à côté, puisque le cahier a été beaucoup conçu autour de ça, autour d'œuvres canoniques, mais également de petits à côté sur des auteurs connus et des auteurs et autrices moins connus. C'est quoi pour vous la littérature ? On parle de grands classiques depuis le début. La littérature, c'est pour vous quelque chose qui est sur un piédestal où justement vous dites c'est pour tout le monde, il n'y a pas de raison que tout le monde n'y ait pas accès. La littérature, factuellement, est relativement sur un piédestal, mais il faut déboulonner. Et par exemple, l'un de vos jeux que j'ai beaucoup aimé, c'est une réécriture de la Bible
Et c'est assez drôle parce que par le jeu, on va au plus profond, on va vers ce qui est parfois difficile d'exprimer de manière plus simple. Et le jeu permet ça. Réécriture de la Bible, Titu Lecoq, vous nous racontez, il faut féminiser, c'est ça, inverser les genres dans un extrait de la Bible. Oui, exactement. Et donc, on a pris comme extrait, donc l'extrait original est « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et donc, on inverse tout. Mais donc, Christ devient également une figure féminine, Christa. Et voilà, et on s'est tellement amusé en le faisant. Je suis un peu jaloux de ce jeu. Vous pouvez découper sa page et la glisser dans votre cahier à vous. J'ai pas non plus de brevet à la fin. Plein de bonnes idées. Alors, il y a évidemment un classique dans ce cahier de vacances, c'est le texte à trous. Vous avez choisi le Petit Prince, Yves Tchertchouk, avec un extrait troué du conte où il faut replacer les mots. Est-ce que là, il faut mettre les bons mots ou est-ce qu'on peut se laisser aller un peu à notre propre imagination et écrire autre chose? Pourquoi pas se tromper? Parce que c'est assez amusant déjà de voir, si on s'est trompé, de voir tous les glissements de sens qui peuvent avoir lieu. Et puis pourquoi pas, effectivement, aller vers ça. On avait aussi pensé à un jeu qui, finalement, on l'a transformé. C'était sur l'inventaire de Prévert. On s'était dit, on va mettre des trous et les gens mettent ceux qu'ils veulent. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de correction possible. Donc on l'a pas fait. Mais voilà, il y avait cette idée aussi de vouloir faire des œuvres, des jeux plus de composition. D'ailleurs, je crois qu'il y a des cahiers de jeux cette année qui sortent et qui sont plus dans la composition. Et c'est un prolongement des jeux qu'on propose nous aussi dans notre cahier. On peut évidemment réinterpréter les grands textes et se laisser aller à évidemment notre propre imagination. Alors dans le Petit Prince, si je ne dis pas bêtise, on lisait « Dessine-moi un mouton » et vous allez un peu plus loin, Titu Lecoq, puisque vous me voyez venir, oui. Vous nous proposez d'un exercice féministe de dessiner un clitoris. Pourquoi ? Mais parce que c'est très important, le clitoris c'est très important. Mais en fait, dans les découvertes de ces dernières années, moi, quand j'étais au collège, au lycée, dans le manuel de SVT, comme ça s'appelait à l'époque, Sciences et vie de la Terre, la biologie. C'était la bio, quoi. Et sur l'appareil génital des filles et des femmes, il n'y avait pas le clitoris. Ou alors, parfois, il y avait un tout petit truc, mais bon, juste le gland, le bout qui dépassait. Et donc, il y a quelques années, on a vu apparaître une représentation complète du clitoris, y compris ce qui est caché, masqué. Et je suis restée stupéfaite. J'ai dit, ah bon, ça ressemble à ça. Donc, c'était aussi, dans le corrigé du cahier, il y a l'idée de, à chaque fois, donc c'est Odile Fillot, la chercheuse, qui a modélisé en 3D le clitoris, de aussi rendre hommage à toutes les chercheuses et les intellectuelles et les militantes féministes qui ont fait émerger plein de notions ces dernières années. Ça, c'était très important d'avoir vraiment un corrigé très complet et très référencé. Mais d'ailleurs, dans ces mêmes cahiers, parce que je pense qu'on a eu les mêmes cahiers, on avait très souvent l'organe masculin, le pénis, mais par exemple, la vulve n'était jamais représentée non plus dans ces cahiers. Même le mot vulve, parfois les gens ne savent pas que ça s'appelle comme ça, si je puis le dire. Tout à fait, on confond avec le vagin. On va dire systématiquement vagin au lieu de dire vulve, et c'est pas la même chose. Et quand on m'a proposé de faire le cahier de vacances, c'est là où je me suis dit, en fait, les matières scolaires, mathématiques, je venais de sortir un livre qui s'intitule Le couple et l'argent. Histoire, j'avais fait Les Grandes Oubliées. SVT, donc il y avait plein de choses. Et puis il y avait la ménopause, et puis il y a la virginité. Et en fait, je me suis dit, mais toutes les matières scolaires, on peut les revisiter à travers ce prisme du féminisme. Ça veut dire que ça commence par là, le féminisme, mais ça commence par savoir représenter, nommer, à quoi ressemble une vulve, par exemple ? Oui, je pense que c'est important déjà en tant que femme, j'ai quand même attendu d'avoir plus de 35 ans pour savoir à quoi ça ressemblait. C'est un peu inquiétant. Donc oui, c'est important. Et après, pour ajouter sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi cette idée que le cahier puisse être un outil collectif. Moi, je réfléchissais quand j'étais petite, évidemment, j'étais une bonne élève, donc j'adorais les cahiers de vacances, mais c'était très solitaire. J'étais toute seule face à mon cahier de vacances. Et là, je pense que l'idée qu'on a, c'est vraiment que ce soit un truc, c'est comme le jeu, effectivement, à l'apéro, se dire on peut le faire seul, mais on peut le faire avec des amis, on peut le faire en famille, on peut le faire en couple aussi. Ça peut être intéressant, tester chacune ses connaissances. Et d'en faire véritablement un jeu, quoi. Il faut découper après le diplôme en deux, du coup, mais ça c'est une autre Choisir histoire. Qui a le mieux réussi. Effectivement. Et d'ailleurs, page 15, je le signale, vous nous encouragez à dénicher ces 10 vulves cachées dans le paysage. On va écouter Brandon, qui a lu votre cahier d'exercices féministes, Titu Lecoq, et voici ses impressions de lecture.
Bonjour, je m'appelle Brendan et je viens de vous parler de ce super cahier d'exercices féministe dont on a vraiment envie de le trimballer avec soi tout l'été parce que il est super intéressant et riche dans ses sources, il est beau de par son soin et ses graphismes. Mais surtout, grâce à ce cahier, on apprend de plein de manières différentes en calculant, en inventant, en dessinant. Et on apprend aussi sur plein de thématiques différentes, de la philo à l'histoire, de la biologie aux éductivismes. Et tous ces apprentissages permettent au fur et à mesure de replacer petit à petit les femmes là où elles le méritent, où elles devraient l'être dans la connaissance humaine, au centre. Mais surtout, on apprend en riant et pas qu'un peu. Et franchement, ça fait du bien de lire de l'humour féministe et c'est une richesse via le cahier de réussir à en être actrice. C'est aussi un cahier qu'on a envie de garder avec soi parce qu'on peut le sortir seul sur la plage ou en terrasse avec des amis pour venir les challenger sur quels sont les sanctuaires des hommes cis blancs de plus 60 ans aujourd'hui. Donc en conclusion, mon seul conseil aux auditeurs, c'est vraiment de foncer, de l'acheter et de participer à la propagation des idées féministes avec humour. 65 exos pour muscler son féminisme. Il y a un humour féministe, Titu Lecoq? Je vais faire cette réponse très politique. Il y a des humours, des féminismes. Oui, mais en tout cas, il y a une manière de se dire l'humour est là aussi pour démonter les systèmes de domination. Et donc, évidemment, sur le féminisme, ça fonctionne très bien. Et on l'a encore assez peu exploré pour l'instant. Donc ça, c'était super. Et je suis contente qu'il note que le fait que le cahier est beau, parce que Zoé Touron, la dessinatrice, a énormément travaillé. Et c'était vraiment difficile. Il fallait que ce soit beau, qu'en même temps, ce soit de la caricature. Et elle est vraiment à l'équilibre parfait, je trouve, sur ces deux angles. Alors, puisqu'on parle effectivement de cahiers, de livres, de littérature aussi, Brendan utilise le mot auditeur et auditrice. Oui. C'est ce qu'on appelle une forme épicène. Vous expliquez ? Tout à fait. Et ben, la forme épicène, alors on sait que sur l'écriture inclusive, le point médian, ça a crispé beaucoup de gens, ça a été très compliqué. Et donc c'est Victoire Toyon qui a un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table et qui parle aux auditeuristes. Donc il a inventé une forme épicène. Une forme épicène, c'est quand c'est la même forme au masculin et au féminin. Typiquement un élève, une élève. Et donc elle s'est dit, plutôt que faire des points médians ou des auditeurs et auditrices, on peut créer des formes épicènes, auditeuristes. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Et donc, il y a un des exercices, effectivement, dans le cahier, qui est de s'entraîner à quelles seraient les formes épicènes de différents mots. Le jeu avec les mots, ça vous amuse aussi, Yves Tchertchouk, j'imagine? Oui, bien sûr. En relisant certains corpus, on voit que des auteurs connus pour leur style, Proust, est un grand amateur de jeux de mots. C'est un écrivain qui a beaucoup créé de mots. Annihilateur, jusqu'au boutiste, ce sont des mots qu'on retrouve en premier dans son œuvre. Peut-être était-il employé avant, mais en tout cas, lui, c'est le premier. Et c'est un pan de l'œuvre qu'on découvre chez lui, qui est très ludique. Et bon, la recherche est évidemment très drôle, mais c'est quelque chose qu'on perd dans la notion de littérature aujourd'hui, c'est ce rapport au jeu, qui pourtant, je trouve, est central, puisque par exemple, on a un jeu sur Don Quichotte, et c'est quand même l'un des livres les plus drôles qui soit. Tout est moqué. À la fin, dans la deuxième partie, les personnages ont lu la première partie du livre. Enfin, voilà, c'est l'invention de la littérature moderne. C'est un peu sans dessus-dessous et c'est très drôle. C'est aussi comme ça qu'évolue la langue française. Ce sont quand les grands auteurs s'emparent de ces nouveaux mots, inventent des nouveaux mots. C'est moi-même, en disant autrice aujourd'hui, qui faisons évoluer la langue française. Oui, et puis même en dehors des grands auteuristes, non mais moi je pense fondamentalement que les gens c'est leur langue et que la langue évolue par l'usage qu'on en fait tous et toutes. Et qu'ensuite on voit ce qui va rester et ce qui ne va pas rester. Et typiquement dans l'écriture inclusive, il y a plein de choses qui ont été proposées qui ne resteront sans doute pas. Il y en a d'autres qui vont rester. Je pense que le terme autrice par exemple, plutôt que auteur, est en train de s'imposer et c'est très intéressant de voir... Donc voilà, donc ce rapport à la langue, oui, et puis c'est aussi d'un point de vue féministe, je me dis, bah voilà, en fait, c'est très stimulant de se dire, on va tortiller les mots, les casser, voir ce qu'on peut en faire et jusqu'où on peut tirer. Alors, puisqu'on parle d'écriture et de pratique d'écrire, Yves Tchertchouk, vous nous proposez un exercice sur l'autofiction, notamment avec Christine Angot, Gertrude Stein ou Serge Dobrowski. Ça, c'est un genre, l'autofiction, qui se développe de plus en plus. En tout cas, beaucoup d'auteurs se saisissent de ce genre pour se raconter. C'était indispensable de le mettre dans votre cahier?
Oui, déjà, par exemple, avec Christine Angot, c'est un genre qui a nourri une pensée et qui a été très important dans la forme et qui permet l'expression de soi. Après, je pense que c'est un long glissement. C'est pas tant une révolution que des formes qui pouvaient déjà être proto-autofictionnelles qui sont devenues autofictionnelles. On a créé ce mot, encore une fois, il y a cette notion de mot. Lui, il est resté, d'autres, peut-être pour définir la même chose, se sont envolés. Et c'est un genre qui est très important et qui est vraiment très ludique. Vous parlez aussi notamment de Simone de Beauvoir. Vous nous proposez un exercice intitulé « Les mots de Simone de Beauvoir ». Il s'agit cette fois-ci de retrouver qui de Simone de Beauvoir ou de Sartre est l'auteur ou l'autrice des différentes citations. Est-ce qu'on, là, effectivement, on peut vraiment trouver la bonne réponse ou est-ce qu'on peut se laisser complètement piéger? Je pense qu'il faut se laisser piéger, puisque la question dans ce cas-là est qui a écrit, mais aussi qui a pensé, qui a apporté le plus à l'autre. Voilà, c'est un cas de couple homme-femme où, même si Simone de Beauvoir est un personnage très célèbre, à son époque, Sartre était peut-être un peu au-dessus, à raison, à tort, on ne sait pas trop. Donc voilà, si les gens ne sont pas en accord avec la réponse, qu'ils le disent et qu'ils assument ce choix. La place des femmes dans la littérature, justement, Titu Lecoq, j'imagine que ça vous questionne aussi avec ce cahier de littérature. Oui, alors j'avais travaillé quand j'avais fait Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, il y avait toute cette question des femmes artistes et notamment des autrices. Et ce qui m'avait vraiment étonnée, ça a été de découvrir non seulement que les femmes avaient fait des œuvres de tout temps, mais surtout qu'elles avaient eu du succès. Et donc les autrices du XVIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, découvrir qu'une Catherine Bernard était très importante, était jouée à la Comédie Française, j'étais vraiment stupéfaite. J'étais restée sur cette idée que, en fait, ça avait été compliqué pour les femmes, qu'elles n'y arrivaient pas, elles avaient été empêchées. Et donc non, et en fait c'est vraiment derrière une question de mémoriel, de pourquoi est-ce que... Donc, elles ont eu du succès, elles ont disparu ensuite, quand on a commencé à faire des annales de la littérature. Et donc, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas réussi à exister dans ces annales-là? Il y a évidemment un fond de sexisme et un ensemble de mécanismes. Et c'est le principe du cahier aussi. C'est, voilà, moi, il y a toujours un angle où je me dis, allez, hop, on va remettre un petit peu de Catherine Bernard, on va parler d'Aînée de Anna. Donc, voilà, on va parler de toutes ces femmes qu'on est en train de redécouvrir, mais qu'on redécouvre tous les 20 ans. C'est-à-dire que moi, le livre que j'ai écrit sur les femmes oubliées de l'histoire, il avait été fait il y a 20 ans et ça n'a rien changé sur les programmes scolaires. il faut le refaire alors. Oui, ben voilà, alors, je le réécrirai dans 20 ans. Vous posez aussi la fameuse question, on parlait des nouveaux mots, des mots féminisés. Effectivement, vous posez également la question de l'introduction du pronom « yel » dans le dictionnaire avec beaucoup d'humour. Oui. Est-ce qu'on a le choix? Oui, non, on n'a pas le choix. Il faut le faire avec beaucoup d'humour parce que ça crispe beaucoup. Ça crispe beaucoup, mais on a décidé de s'amuser de ces crispations parce que quand on a entendu qu'on défigurait la langue française, que c'était un coup de poignard, enfin, les réactions étaient d'une intensité qui était quand même assez folle. Donc on s'est dit, on va faire pareil. Effectivement, on va aller dans le trop, le plus, l'exagération, l'outrance maximale. Vous dites qu'à chaque emploi de ce terme, un académicien achève son processus de momification dans d'atroces souffrances. Voilà. Alors vous, Yves Tchertchouk, vous ne parlez pas de Yel, mais vous racontez des histoires d'elle, où il s'agit de retrouver dans différents textes différentes héroïnes, comme la princesse de Clèves, par exemple, ou Paulina. C'est vrai qu'on a dit qu'il y avait que les femmes avaient été oubliées dans la littérature il y a quelques minutes avec Titu Lecoq. En revanche, les personnages féminins, eux, ils sont quand même beaucoup plus présents. Oui, c'est vrai que les hommes ont écrit sur les femmes, mais ça a permis de... vu que les œuvres des hommes, excusez-moi, sont plus restées que les œuvres des femmes, ça permet de maintenir un rôle des femmes dans la littérature. Mais malgré tout, je pense que ce qui est central, c'est d'aller chercher toutes ces autrices qui ont disparu, qui ont gagné des prix au XIXe siècle. Beaucoup d'autrices gagnaient des prix. Et voilà, grâce à vous aussi, comprendre pourquoi elles ont disparu. Et puis découvrir leurs œuvres qui sont parfois merveilleuses. Récemment, il y a une adaptation de L'Établi, c'est un super roman. Et à côté de ça, on a aussi Claire ou la vraie vie, ou Élise ou la vraie vie, qui est sur la même époque, des thématiques très proches, qui est aussi un très beau roman, qui est beaucoup moins connu. Et voilà, à mon maigre niveau, j'étais content de pouvoir le porter. Vous parliez des femmes qui ont remporté des prix. La dernière en date, c'est Annie Ernaux, que vous mettez aussi en avant dans votre cahier d'activités littéraires. Vous proposez un jeu sur son
style, ce que Annie Ernaux appelle l'écriture comme un couteau. Oui, c'est très froid, Annie Ernaux, quand on lit, mais c'est un vrai jeu sur l'écriture, pour le coup. Et c'est un jeu qui a permis de porter, en plus, beaucoup de questions, puisque traiter très froidement de l'avortement, de l'amour, comme elle l'a fait. Elle a permis d'apporter quelque chose de très important à l'écriture, et c'est vraiment c'est formidable qu'elle ait été récompensée, surtout face aux rivales qui portaient d'autres valeurs. Prix Nobel de littérature l'an dernier, Annie Ernaux, première écrivaine française et 17e femme à l'obtenir seulement depuis 1901, Titu Lecoq. Je vous dis ça pour vous énerver un peu. Oui, c'est ça. Non, et pour moi, c'est Annie Ernaux, je l'ai lu, c'était dans la bibliothèque de ma mère, mais je me souviens qu'il y avait Annie Leclerc, Christiane Rochefort, Annie Ernaux, Marie Cardinal, qui étaient les écrivaines célèbres et à succès de cette époque-là. Et elles sont toutes tombées dans l'oubli. C'est-à-dire, quand je dis aux gens, mais les enfants du siècle, vous n'avez pas lu, c'est extraordinaire. Non. Élise ou la vraie vie, effectivement, pareil. Et donc, voilà, il y a toujours ce principe de l'exception. Il y en a une qu'on va garder. C'est Annie Ernaux, c'est exceptionnel ce qu'elle écrit, effectivement. Mais c'est vrai qu'au moment où elle commence sa carrière, il y en a d'autres qu'on a complètement oubliées entre-temps. Dans le Book Club, nous parlons des cahiers de vacances, le cahier d'activités littéraires chez Gallimard. C'est Yves Tchertchouk qui nous le propose. Et puis En vacances, Simone, cahier d'exercice féministe, avec Titu Lecoq qui vient nous en parler, rédigé avec Charline Vonnenacker, notre camarade humoriste belge de France Inter, et les dessins de Zoé Touron. Alors, il est l'heure de se replonger en enfance, même pour nous. C'est vrai que c'est un peu une angoisse que doivent se poser les parents en ce moment. Est-ce que j'achète ou non un cahier de vacances à mon enfant ? Eh bien, voici les conseils d'une enseignante, Jessica, membre du Book Club. Je crois que ça dépend complètement des enfants, du vécu de chacun, du ressenti. Moi, j'en ai un très très bon souvenir parce que j'étais une petite fille très scolaire. Donc, j'aimais énormément remplir les pages de mon cahier de vacances très très vite. Par contre, j'ajoute un bémol en tant qu'enseignante. Pour certains enfants, le cahier de vacances, ça peut être une torture. Un enfant qui a des difficultés scolaires ou qui ne va pas aimer refaire des exercices, même si c'est ludique dans un cahier de vacances et même si c'est présenté autrement qu'à l'école, ça peut être compliqué aussi. Il existe par contre d'autres alternatives au cahier de vacances. L'été, c'est facile pour se connecter à la nature, réaliser un herbier par exemple avec son enfant comme projet de vacances. On va aller à la montagne, tiens, on va voir ce qu'on peut trouver comme plante. Éveiller les enfants autrement à la nature et au monde, et ce sont des choses qui après resserviront dans les apprentissages, même si ça n'en a pas l'air. Merci Jessica, on a crispé tout le monde dans le studio avec cette question des souvenirs de cahiers de vacances. On commence par qui? Yves Tchertchouk, vous aimiez pas ça, je crois. Non, j'aimais pas du tout ça. De toute façon, j'aimais pas beaucoup l'école, donc c'était le prolongement de l'école pendant les vacances, donc rien de pire. Et ça prenait le maigre temps que l'on avait pour lire des ouvrages l'été aussi. Donc j'étais vraiment pas très assidu, même si je dois reconnaître que je crois tout ce qui me reste des mathématiques vient des cahiers de vacances. Bon, c'est déjà un bon point. On vous forçait à les faire ou pas? Pas vraiment, non. Bon, ça va. Moi, c'est mon grand frère qui les préférait. Moi, j'aimais pas trop ça. Titu Lecoq. Moi, j'adorais ça, évidemment. Comme Jessica. Alors, je me demande, est-ce que c'est genré? Est-ce que les petites filles préfèrent les cahiers de vacances? Je ne sais pas. Mais moi, je sais que une de mes explications, c'est que, alors, l'école, j'étais dyslexique, donc c'était compliqué. Mais justement, là, c'était l'école sans maîtresse qui allait me punir parce que j'avais fait trop de fautes à ma dictée. Donc, ça, c'était bien. Et surtout, on avait 2 mois de grandes vacances. Moi, je partais qu'au mois d'août. J'avais tout le mois de juillet. Ma mère travaillait. J'étais à l'appartement toute seule. Le cahier de vacances, j'avais l'impression d'avoir des amis, quoi. Donc, j'étais hyper contente. Ça m'occupait au moins 15 minutes dans la journée. Après, sur l'idée aussi de faire autre chose, on peut aussi effectivement apprendre en faisant autre chose que des cahiers de vacances. Comme disait notre auditrice enseignante, découvrir la nature, faire son propre cahier soi-même. Enfin, il y a effectivement des choses pour apprendre qui sont diverses et variées. On va apprendre encore quelque chose jusqu'à la fin de cette émission, notamment le titre « En vacances, Simone ». Évidemment, référence à « En voiture, Simone ». Qui est cette Simone, Titu Lecoq ? Alors, son nom en entier. S'il vous plaît, je l'ai sous les yeux. Oui, mais alors, dites-le parce que c'est vraiment trop long. Simone de Pinet de Borde des Forest. Voilà. Et donc, c'était une championne de course automobile. En fait, c'est de là que vient l'expression « en voiture Simone », parce qu'elle conduisait très bien. C'est la première femme qui a monté une auto-école en France. Après sa carrière, voilà, elle est devenue patronne d'auto-école. Et dans les femmes oubliées, je me dis, voilà,
elle a été complètement... Quand on dit en voiture Simone, tous les gens pensent à Guy Lux et tout ça. Ouais. Et en fait, à des hommes et ont oublié la femme qui était derrière l'expression. Ou à Simone qui fait la voix de la SNCF aussi parfois. Sans doute. C'est moi. C'est peut-être mon prisme à moi. D'accord. 2 choses que j'ai apprises aujourd'hui. Allez-y, Yves. Vos deux réponses, tout simplement. Alors évidemment, avec la littérature, et vous l'avez dit, puisque vous préfériez lire plutôt que de faire ces cahiers de vacances, l'idée c'est de s'évader. Alors on s'évade évidemment, notamment avec ce que vous appelez, Yves Tirtchouk, les aventures maritimes dans la littérature. C'est là où on retrouve peut-être les livres que vous lisiez durant l'été. Oui, c'est vrai, il y a une partie de ça. Et puis il y avait une volonté aussi de donner un cahier où il y avait à lire vraiment. Donc par exemple, les textes à trous, c'est bête, mais ça reste des moments où on lit un texte. On a des textes où les mots sont dans le désordre. On a aussi un jeu avec Proust où on a fait un jeu des 7 erreurs. Donc là aussi, bon, c'est pas aussi poussé que la Bible, mais voilà, il y a cette idée de questionner aussi par le jeu, par le détournement. Et sur le maritime, il y en a aussi sur les batailles napoléoniennes. Et je trouvais ça amusant parce que à chaque fois, on voit des approches assez différentes de la navigation, des bateaux, de la guerre. Voilà, Stendhal qui se retrouve complètement désorienté, qui pensait être fasciné par la guerre et qui se trouve complètement désabusé. Et voilà, apporter des propositions différentes, c'est apporter des visions du monde différentes également. Et c'est ça qu'on voulait faire à travers ces jeux-là. Et j'avais une petite chose à dire aussi. Tout à l'heure, on parlait du Yel, mais dans le jeu, il y a... Donc, moi, j'aime bien les néologismes. Il y a des jeux sur les néologismes. Et Queneau avait donc inventé le néo-français. Et il a inventé un français qui est souvent orthographié ainsi aujourd'hui. Il s'est trompé longtemps en avance, donc peut-être que le Yel rentrera, peut-être qu'il s'oubliera, peut-être qu'il reviendra. Voilà, en tout cas, je souhaite d'avoir la même vie que les mots de Queneau. S'évader, Titu Lecoq, c'est aussi quand vous nous parlez de ces manifestations féministes où l'on doit imaginer des slogans. Par exemple, un homme sur 2 est une femme. Il est connu celui-là, mais il est assez clair. Oui, on l'aime toujours autant. Ça nous permet aussi de faire jouer notre imagination. Oui, et puis de constituer une espèce de patrimoine, on va dire sinon matrimoine, terme qui existait déjà au Moyen-Âge, le matrimoine, de se dire, je suis vraiment allée chercher tous les slogans féministes depuis les années 70, grosso modo, et j'ai retenu ceux qui, moi, à titre personnel, me frappaient le plus, voilà, que je trouvais il y avait vraiment une puissance d'évocation dedans ou conceptuelle, et de se dire, il faut les conserver. Et ça, c'est intéressant de la question de comment on conserve des slogans de manif, par exemple. Et il y a un musée des féminismes qui va ouvrir en 2027 à Angers, qui est dirigé et fondé par Christine Barr, grande historienne. Et elle est sur cette question de comment est-ce que, par exemple, sur MeToo, on conserve la mémoire de tout ça. Et donc, le cahier sert aussi... Il y a aussi un petit enjeu mémoriel pour moi derrière et archivistique. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu. Sa femme. Sa femme, évidemment. Mais là, on est quasiment sur un moment d'histoire quand les quelques-unes du MLF vont effectivement se rendre sur la tombe du soldat inconnu. Tous ces jeux, toutes ces anecdotes, toutes ces informations, aussi toutes ces connaissances, c'est dans ce livre En vacances Simone, cahier d'exercices féministes. C'est chez De Noël. Merci Titu Lecoq d'être venu nous en parler. C'est réalisé avec Charline Vonnenacker et les dessins de Zoé Touron. Merci à vous également Yves Tirtchouk. Le cahier d'activités littéraires sous-titré Testez votre culture et révisez vos classiques, quiz, anagramme, dictée, charade, jeux de mots. Ça paraît aux éditions Gallimard. Et vous nous proposez également 2 autres cahiers, des cahiers d'entraînement pour les mangas et pour les échecs aux éditions Ebec. Un mot sur ces 2 cahiers? C'est d'autres de vos passions? Pas du tout. Non. Aucun des 2, malheureusement. Non. C'est pas du tout. C'est pas. Mais en tout cas, on y apprend aussi beaucoup de choses. Oui. Tout à fait. Et bien, merci à tous les 2 d'être venus dans le Book Club. Dans un instant, l'épilogue du jour. D'abord, Charles Danzig et ses quadrithèmes, bien sûr. Un cliché américain est le grand roman américain. Qu'est-ce que le grand roman américain? Qui l'écrira? Qui peut-être l'a écrit? Étant superlative, c'est une notion enfantine. Le grand roman américain, ça n'existe pas. Il y a des grands romans américains. Ce concept canonique, si concept il y a été inventé par un critique de la fin du XIXe siècle qui postulait que ce grand roman n'avait pas encore été écrit.
Idée scolaire et sérieuse, donc bien faite pour rassurer les Américains, si souvent angoissés par l'idée de compétition. On imagine que des romanciers réalistes comme Upton Sinclair, avec leurs romans à sujet bien réalistes, bien volumineux, étaient persuadés d'élever des murailles. Les murailles, ça tombe. Ce qui reste plus volontiers en art, ce sont les papillons. Et l'un des grands romans américains est l'un d'eux, Gatsby le Magnifique. 150 pages, rien. Il n'a d'ailleurs pas bien marché quand il a paru. Fitzgerald était démodé. Cela arrive toujours aux romanciers de génération et qui veulent montrer la dite génération. Les flappeurs, l'âge du jazz, tout ça. Excellent roman d'ailleurs, mais pris pour autre chose, des reportages amusants. Et la génération suivante, pchit, il passe pour des raseurs. Fitzgerald avait un défaut pour quelqu'un qui avait du génie. Il était gentil. La gentillesse est prise pour un aveu d'infériorité. C'est confortable de croire une chose pareille. J'ai raconté dans un de ces quadritèmes comment Fitzgerald se laissait traiter par-dessous la jambe par des intervieweurs qui ne méritaient pas de lui adresser des questions. Les années passant, les flappers et le jazz s'étaient vite démodés. Fitzgerald publiait trop de nouvelles dans des magazines payant bien mais peu élégants, des magazines féminins principalement. Qui aurait pu croire en 1925, lisant Gatsby le Magnifique, excellente traduction du titre américain The Great Gatsby, soit dit en passant, que c'était ça un grand roman américain, et même un grand roman tout court. Tout le monde, mais voilà, du vivant des auteurs, le jugement littéraire est toujours entaché par l'idée de réputation. Les réputations, je n'y crois pas, surtout quand elles sont bonnes. J'ai constaté qu'elles venaient alors toujours du réseau, de l'intimidation ou bien du désir de pureté de journalistes impurs. Julien Gracq, quelles que soient ses qualités, n'aurait pas son énorme réputation s'il n'avait été isolé, à l'écart, ne gênant finalement personne. En le vantant, des critiques malhonnêtes se donnaient l'impression qu'il pourrait passer pour intransigeant. Gracq n'y était pour rien, si, tout de même un peu. Les journalistes malhonnêtes, il les invitait complaisamment à Nantes et il écrivait trop à tout le monde. Même moi, qui m'étais moqué de lui dans mon feuilleton du magazine littéraire, j'avais reçu une lettre obséquieuse qui m'avait déçu pour lui. Pauvre Fitzgerald. Bah, si le génie avait en plus le succès, ce serait injuste. Les quadritèmes de Charles Danziga retrouvés sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Il est temps de remercier toute l'équipe du Book Club qui prépare à mes côtés cette émission tous les jours. Oriane Delacroix, Zora Vignet, Jeanne Agrapard, Didier Pinault et Alexandra Laibegovic. C'est Thomas Beau qui réalise cette émission et à la prise de son ce midi. Élise Le, je vous donne rendez-vous aussi vendredi. On fera une émission spéciale où on vous dira quels sont les livres que nous avons lus et que les producteurs de France Culture ont lus durant l'été et qui ont marqué leur mémoire, puisqu'on parlait de cahiers de vacances pendant l'été. Vous avez toutes les infos. On va terminer en tournant ensemble la dernière page du jour. Voici l'épilogue. Allô les jeunes, est-ce que là il faut mettre les bons mots ou est-ce qu'on peut se laisser aller un peu à notre propre imagination et écrire autre chose? On va aller dans le trop, le plus, l'exagération, l'outrance maximale. Il faut déboulonner. On va rire et en fait le rire c'est aussi une arme. Si les gens ne sont pas en accord avec la réponse, qu'ils le disent. Qu'est-ce qu'on peut faire comme blague sur les violences sexuelles?